Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord commencer par remercier chaleureusement la Présidente du Conseil régional et vous tous de m'accueillir pour clôturer cette première journée de la COP. Il n'est pas banal de voir un programme dans lequel on voit se côtoyer un prix Nobel de la paix, un aéronaute, des grands chefs d'entreprise, des syndicalistes, des représentants de la société civile, des spécialistes du climat, surtout, Madame la Présidente, pour traiter de ce nouveau pacte régional vert, ce qui est évidemment fondamental. Et cette méthode de l'échange, comme le fond de vos travaux sur le champ environnemental et climatique, ce sont ceux, bien sûr, que la région met déjà en œuvre dans plusieurs de ses travaux avec l'État. Et je vous remercie pour cette double orientation. J'en prends une illustration. J'ai compris qu'après cette séance, nous aurons la chance de nous retrouver pour signer un contrat d'accord cadre avec l'ADEME pour poursuivre des travaux que nous menons déjà ensemble. Nous les menions essentiellement sur des sujets comme la géothermie ou la biomasse. Et nous allons essayer de les prolonger dans d'autres secteurs comme la production d'hydrogène vert, le développement du photovoltaïque ou la valorisation des déchets. Et c'est évidemment, au-delà de favoriser l'économie circulaire, un objectif que nous partageons. De manière générale, l'État sait qu'avec les collectivités territoriales, il doit, dans les circonstances que nous connaissons, c'est-à-dire celle d'une crise économique et sociale qui est en train de prolonger une crise sanitaire inédite, faire preuve de ce dialogue qui est au cœur de votre journée, de ces deux journées. Et évidemment, face à cette crise inédite, le Premier ministre a rendu public il y a quelques jours maintenant le contenu du plan de relance d'environ 100 milliards que le gouvernement va mettre en œuvre dans les semaines et mois à venir. Et c'est sur ce plan de relance, enfin sur l'aspect du plan de relance qui concerne les thèmes de ces deux journées que j'aimerais revenir avec vous, à la fois pour détailler les mesures qui concernent plus spécifiquement la transition écologique et puis revenir sur les mesures qui concernent spécifiquement le secteur des transports propres qui nous rapprochent souvent avec la région. Avant de détailler le premier volet de ce plan de relance sur la transition écologique, peut-être revenir en quelques mots ou quelques chiffres plutôt sur la situation que nous vivons, qui est évidemment très particulière. Vous savez que le PIB français a baissé de près de 14% au second trimestre 2020. Et évidemment, c'est un pourcentage sans précédent. On le retrouve dans le fait qu'au plus fort de la crise, nous avions dans la région Île-de-France à peu près 600 000 salariés qui bénéficiaient du régime de l'activité partielle et que près de 2 milliards d'euros ont été versés à ce titre sur Paris. Dans ce cadre, même si les chiffres ne se sont pas encore répercutés sur les chiffres du chômage, il y a sans doute eu environ 100 000 emplois qui auraient été détruits dans notre région durant cette période du confinement et à peu près une baisse de 8% de la création d'entreprises. Nous en avons retrouvé ensemble les conséquences, par exemple, sur le secteur des transports, puisque bien sûr, la crise sur l'offre et la demande s'est répercutée et le Premier ministre et la présidente de la région ont trouvé un accord récemment pour faire face à cette perte de recettes qui avait été celle d'IDFM. Plus généralement, l'État a évidemment accompagné durant le premier semestre de cette année d'un certain nombre de mesures importantes le tissu économique, des mesures d'urgence dont je rappelle juste pour notre région les montants. Il y a eu 43 milliards de prêts garantis par l'État pour l'Île-de-France. Il y a eu plus d'1,3 milliard d'aides du Fonds de solidarité et près d'1 milliard de reports de charges. Tout ça pour maintenir l'emploi avec à peu près 6 milliards d'euros qui ont été consacrés à l'activité partielle. Malgré cela, c'est la situation que je rappelais tout à l'heure. On pourrait aussi citer le travail de l'administration fiscale puisqu'il y a eu plus de 4000 reports d'échéances fiscales. Au-delà de tout ça, le plan de relance qu'a annoncé le Premier ministre vise, après ces premières mesures d'urgence, à essayer de bâtir le socle d'un rebond économique et social. Comme l'a dit le président de la République, faire d'un risque une chance. Un tiers de ce plan de relance, c'est-à-dire environ 30 milliards d'euros, est directement consacré à des objectifs écologiques et environnementaux qui ont fait le cœur de votre journée d'échange. Je voudrais rappeler certains des thèmes qui vont être développés, par exemple la lutte contre l'artificialisation des sols et la biodiversité pour lesquels une enveloppe d'1,2 milliard a été dédiée, la décarbonation de l'industrie où les mêmes montants ont également été dédiés,
le développement des circuits courts et de l'économie circulaire pour 500 millions d'euros, le soutien à la transition agricole pour 1,2 milliard d'euros, et puis surtout plus de 8 milliards d'euros qui vont être dédiés au développement des énergies et technologies vertes, et un montant à peu près équivalent, j'y reviendrai, pour le développement des mobilités du quotidien. Ces 30 milliards s'ajoutent bien sûr aux 34 milliards et aux 36 milliards respectivement dédiés à la compétitivité de notre économie et à la cohésion sociale. Peut-être pouvons-nous prendre un exemple qui nous concerne tous, qui est celui de la rénovation énergétique du bâti dans notre région. Vous savez que le besoin de chauffage de nos bâtiments représente à peu près la moitié de la consommation de l'énergie et que pour la seule région, nous avons 450 millions de mètres carrés de bâtiments qui doivent être rénovés avant 1990. Dans ce cadre-là, le gouvernement a retenu deux types d'orientations. Une première série d'orientations pour les personnes privées avec le dispositif MaPrimeRénov' qui a été monté à plus de 2 milliards d'euros sur la période 2020-2021 avec toutes les mesures d'accompagnement qui seront prises à la fois en direction des bailleurs et des copropriétés. Et puis pour les logements sociaux, à peu près 500 millions d'euros qui vont être consacrés à la seule rénovation de ces bâtiments. Et d'un autre côté, l'État va consacrer une enveloppe de plus de 4 milliards d'euros à la rénovation des bâtiments publics. 300 millions seront délégués aux régions et dans les 3,7 milliards qui vont être consacrés au reste des bâtiments publics, une partie sera sans doute, selon des modalités de déconcentration sur le modèle de la DSIL qui ne sont pas encore fixées, consacrée à la rénovation des bâtiments des collectivités territoriales. Nous avons 3 directions qui sont à privilégier. D'abord des gains rapides pour essayer de réguler la consommation. Ensuite, des actions de rénovation du bâti, notamment à travers l'isolation, et puis des actions lourdes de restructuration pour coordonner la rénovation énergétique. Donc vous voyez des sommes tout à fait considérables qui vont être consacrées à cette première, à la transition écologique. Mais c'est le deuxième temps, je souhaiterais un peu développer les questions de transport et de mobilité, puisque très logiquement, elles nous rassemblent souvent. Elles constituent évidemment pour l'Île-de-France un enjeu majeur en matière climatique. L'Île-de-France constitue, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, par sa taille, la densité de sa population, la richesse de son tissu socio-économique, une région à part. Nous connaissons plusieurs dizaines de millions de déplacements chaque jour. Et évidemment, selon les chiffres que je suis allé chercher chez IDFM, cette croissance des transports atteint à peu près 5% chaque année jusqu'à la crise. L'Île-de-France a tout simplement vocation à devenir une sorte de laboratoire de l'innovation en matière de mobilité. Et c'est pour ça que le plan de relance va consacrer à peu près 11 milliards d'euros à ce thème pour favoriser une mobilité sobre et à faible émission. Tout d'abord, plus de 2 milliards vont être consacrés au développement de nouveaux moteurs, à la fois hydrogène et électrique. Et il s'agit de sécuriser le financement de toute cette innovation. Ensuite, il faut que nous aidions au renouvellement accéléré du parc de véhicules. 190 millions seront consacrés au renouvellement du parc de véhicules de l'État, dont notamment 64 000 véhicules de la police et de la gendarmerie. Et concernant le parc privé, vous savez que la prime à la conversion va continuer à évoluer pour que nous atteignions les objectifs qui ont été fixés par le président d'atteindre pour la durée du quinquennat 1 million de primes, c'est-à-dire 200 000 chaque année. Enfin, pour favoriser la voiture électrique, 100 000 bornes doivent être installées et sont prévues dans ce plan de relance, dans la version du plan de soutien au secteur automobile. Et puis, bien sûr, il y a l'adaptation de la voirie, avec des sommes très conséquentes en la matière. Pour les mobilités douces, un large éventail va également être mobilisé. Notre objectif, c'est que plus de 110 km de pistes cyclables, les coronapistes, soient susceptibles d'être pérennisées dans la région, dans une quarantaine dans la ville de Paris, de développer des itinéraires intercommunaux, interdépartementaux, le RER-V, c'est-à-dire une continuité régionale de nos différentes pistes cyclables. Et puis bien sûr, essayer de traiter les points noirs, les endroits où finalement à vélo on n'arrive pas à passer, notamment pour le franchissement de la Seine à certains endroits. Ces investissements doivent accompagner la formidable évolution qu'a connue la crise sanitaire en matière d'usage du vélo. Pour ne prendre qu'un chiffre, on a eu une augmentation de 67% du nombre de personnes qui ont utilisé les pistes cyclables entre la sortie du confinement et la fin du mois d'août. Et certains jours, nous avions dans les décomptes plus de 5000 personnes, passage de cyclistes par jour sur le pont de Neuilly.
Pour faire tout ça, il faut évidemment également favoriser l'innovation technologique. Alors là aussi, dans le plan de relance, des crédits très conséquents sont consacrés notamment au développement des recherches dans le site de Saclay, avec une nouvelle enveloppe de près de 2 milliards dans le PIA 4 qui s'ajoutera aux 57 milliards qui ont déjà été investis par l'État dans des projets innovants depuis 2010. Il s'agit tout simplement d'avoir là un axe fort de réindustrialisation. Et l'un de vos thèmes aujourd'hui était la relocalisation. Et vous savez que plus d'1 milliard d'euros est consacré dans le plan de relance à ces thèmes, à la fois sur l'industrie pharmaceutique et sur le ciblage de différents bassins industriels. C'est en fait la suite de tout ce qui a été fait dans les territoires d'industrie depuis 2018. En Île-de-France, évidemment, les 2 plans sectoriels sont en cours de finalisation et de développement, l'un pour le secteur aéronautique, l'autre pour le secteur automobile. Ils sont très importants à la fois pour la région et la compétitivité nationale. Et dans l'automobile, c'est plus de 8 milliards d'euros qui seront investis en direction du soutien à ce secteur. Pour l'aéronautique, 1,5 milliard. J'arrête avec les chiffres parce que sinon, d'ailleurs, on a arrêté de les retenir. Mais enfin, tout ça pour dire que ces montants sont considérables, qui sont aussi inhabituels que la crise que nous vivons est inédite. Et que l'autre facteur qui doit être inédit, c'est la façon dont l'État va chercher à contractualiser, à travailler avec les différents acteurs pour mettre en œuvre ces dépenses. Il faut à la fois que nous nous tournions vers les entreprises avec des appels à projets, mais il faut qu'on se tourne également vers les collectivités territoriales. C'est déjà ce que le Premier ministre et la présidente de région ont fait, par exemple, dernièrement, pour convenir d'investissements en commun dans le fonds Friche que l'État va mettre en place dans le cadre du plan de relance et pour lequel la région s'est engagée à investir plus de 20 millions d'euros en 2021 et 2022, dès lors que l'État y consacrait les mêmes montants, Madame la Présidente. Et finalement, dans ce plan, ce qui importe, ce sont bien ces échanges, cette concertation. C'est la même chose pour les coronapistes, comme l'a souhaité de son côté la maire de Paris, pour leur pérennisation dans la capitale. L'État souhaite engager dans ces différents domaines des concertations avec tous les acteurs. Le seul élément structurant de notre action, c'est celui de la rapidité de cette action. Le Premier ministre a rappelé qu'il était nécessaire que nous puissions engager ces crédits, si possible en 2020, en tout état de cause en 2021, pour qu'ils produisent un effet économique au moment où justement cette crise se développe. Ce dialogue, nous le poursuivrons avec toutes les régions, notamment avec la région Île-de-France, dans le contrat de plan État-région, pour lequel, d'ici quelques jours, des mandats de négociation nous permettront de nous rapprocher à nouveau. Et évidemment, avec toutes ces actions, chacun à sa place, nous espérons que nous aurons contribué à ce nouveau pacte vert au niveau de la région auquel est consacrée cette COP. Je vous remercie beaucoup.